dans un magasin, dans un grand magasin, une petite fille qui pleure. Apparemment, elle a perdu sa maman. Alors moi, je m'approche parce que je me dis, bon, je vais aller l'aider. Et à ce moment-là, il y a une dame qui sort qui me dit, non, 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 je le fais exprès, c'est pour lui faire peur. C'est un petit enfant de 2 ans et demi, 3 ans, qui ne veut pas finir son entrée. Et les parents lui disant soit tu finis, soit tu vas au lit, et qui vont le coucher, il est 7h30, mais qui vont le mettre au lit parce qu'il ne veut pas finir son assiette. Dans une situation de jeu, avec toujours des petits-enfants de 4 ans et 6 ans, en fait, c'est un jeu où le petit garçon de 6 ans est en train de gagner, mais que c'est très important, mais que le petit garçon de 4 ans ne va pas bien du tout, et que j'ai fait en sorte de faire gagner le petit garçon de 4 ans. Quand je suis avec mes enfants, soit chez le médecin, soit à l'école devant une institutrice, qui parle de mes enfants, mais qui me parle à moi d'eux, alors qu'ils sont à côté, qui ne leur parlent pas à eux. Et je leur demande de leur parler, et ils continuent à me parler à moi. C'est une petite fille qui raconte un peu sa journée et ses trésors à sa maman. Et le soir, la maman qui répète tout au papa. Et qui lui raconte toute la journée de sa fille. Ouais. Et quand on voit les yeux de l'enfant, c'est terrible. C'est souvent le matin avant de partir à l'école, l'enfant qui sort de sa chambre habillé et le parent qui va faire une réflexion sur sa tenue en lui disant « Mais tu peux pas partir comme ça. Mais est-ce que tu t'es regardé ? Mais t'es même pas coiffé. » Ces témoignages nous parlent de ce que nous avons choisi d'appeler les violences éducatives ordinaires. C'est-à-dire tous ces moments réflexes, ces phrases que nous avons déjà entendues et dont nous avons choisi de les observer autrement pour voir en quoi elles pouvaient être du poison dans la vie en général, mais surtout du poison dans les relations d'éducation, où la relation est asymétrique, où nous avons une autorité. Pour éviter que ce soit une réflexion uniquement psychologique, nous avons choisi de développer ces expériences dans un cadre pédagogique, c'est-à-dire comment accompagner des enfants, comment leur apprendre le respect et la responsabilité. Et donc nous avons choisi de partir de situations bien concrètes vécues par des parents, donc de leurs questions, de leurs difficultés, des exemples qu'ils vont nous donner. Et c'est à partir de ces situations que nous avons choisi de poser les questions. Je voudrais parler de ma relation avec ma fille aînée qui a bientôt 3 ans. Et le contrôle m'évoque beaucoup de choses. Je me sens testée à tout niveau, mais notamment sur Isor, j'ai un rendez-vous, il faut qu'on y aille, parce que je dois l'emmener avec moi. Et ah bah non, je veux pas mettre mon manteau, ah bah non, je peux pas faire ci, ah j'ai encore envie de prendre un doudou, ah je veux faire ci, ça, ça. Et c'est ça, c'est dans la rue après, ah non je veux pas marcher, ou je veux pas être sur la planche parce que je la pousse avec une planche sur la poussette là. C'est des tas de bonnes raisons pour me mettre en rage très vite quand j'ai un impératif que je me donne, d'être à l'heure ou d'aller à tel endroit. Et j'en peux plus, je sais plus quoi faire, j'ai oublié, je pense qu'il fallait ce que je pouvais faire à ces moments-là. J'y arrive plus. Marie, et moi je t'interroge sur comment tu lui vends l'idée de venir finalement avec toi alors ? Que tu lui vends. C'est quoi l'intérêt pour elle ? Oui. Oui, la séduction plutôt. Comment je lui vends Je sais pas, c'est notamment pour aller à l'école le matin. Je lui dis Isor, c'est important pour moi que tu apprennes à respecter les règles et tu dois être à l'heure à l'école ce matin. Ce sentiment d'impuissance, il est non seulement fréquent, mais très difficile, très douloureux. Et parce que
au fond, dans un premier temps, il nous met en contact avec la colère bien légitime chaque fois que nos besoins ne sont pas respectés. Alors là, il s'agit bien d'un conflit de besoins, besoin de partir, etc. Or, c'est à partir de cette colère bien légitime que nous pouvons facilement déraper vers de la violence, vers de l'exigence, vers bousculer, impressionner, faire peur et quelquefois menacer ou faire du chantage pour obtenir ce que nous voulons. Et bien sûr que c'est autre chose dont les enfants ont besoin. Ils ont besoin d'être accompagnés dans l'apprentissage du principe de réalité. Il y a des choses à faire, il y a des codes à respecter, il y a des horaires à respecter. Et petit à petit, c'est ce que nous avons besoin de poser et d'accepter la frustration des enfants, mais la nôtre aussi. Donc c'est un aménagement souvent difficile et long. Mais principe de réalité, ce qui veut dire aussi pour nous, grandes personnes, le deuil d'images idéalisées, d'enfants qui seraient obéissants, qui seraient dans le même rythme, qui auraient tout fait bien, etc. Et donc ça, c'est le deuil aussi qui prend quelques années. Le principal outil pour faire accepter ce principe de réalité, c'est l'autorité. L'autorité, ça veut dire qu'il y a des choses négociables et d'autres choses pas négociables. Le départ le matin, parce que j'ai un rendez-vous pour un autre impératif, ce n'est pas négociable. C'est-à-dire que Isor, je vais dire à Isor, voilà, ce matin, je dois absolument partir à telle heure. Et je vois bien, tu es en colère, tu aurais voulu continuer ton jeu, tu aurais voulu faire d'autres choses, tu aurais voulu d'autres plaisirs à la maison, mais c'est non. Et j'entends bien, tu peux dire ta colère, tu peux dire que tu n'es pas content, tu peux dire tout ce qui se passe pour toi, mais ça ne changera pas parce que là, il s'agit pour moi de respecter ce que j'ai mis en place. Mais je peux entendre ta colère. Alors en fait c'est Lilou, elle a 7 ans et je trouve qu'elle a tendance à... elle aime bien aller contre la loi ou la règle, enfin voilà. Mais d'une façon... Je sens un peu de la provocation de sa part et par rapport à moi et aussi de la... Ouais, elle peut faire de la résistance mais aller loin. Quoi. Moi j'ai interdit la télé beaucoup. Son papa, pas beaucoup. D'accord. Donc, elle va me demander à moi, quand même, elle demande tout le temps. Ah, j'ai un projet, parce que je lui dis, est-ce que tu as un projet tout le temps? Donc, elle me dit, moi, alors là, j'ai un projet, je veux regarder ça à telle heure. Et je lui dis, bah non, parce que le soir, on regarde pas la télé, tu regardes pas la télé, même si c'est le bon. Elle me dit, d'accord. Et puis, si ce soir-là, je sors, elle va demander à son père, qui va dire oui. Et le lendemain, elle va me dire, oh, je suis fatiguée, parce que j'ai regardé le film hier soir. Et voilà. Et là, je sens de la provoque. Et là, je dis, alors, je lui dis, bon, Lilou, ce que tu as fait avec ton père, ça me regarde pas. Bon, lui, il a ses règles et moi, j'ai les miennes. Mais quand même, elle sent bien qu'il y a un truc où on n'est pas d'accord et que du coup, elle en joue quand même tout le temps et qu'elle essaye tout le temps de m'énerver quand même parce qu'elle n'est pas obligée de me dire « Oh, je suis fatiguée ce matin ». Elle le fait exprès, enfin, et... Est-ce que ça te fait le matin quand elle te dit « Je suis fatiguée, c'est parce que j'ai regardé la télé », ça te En fait, fait quoi? c'est pas ça qui m'énerve, c'est qu'elle me provoque, quoi. Oui, Ce qui m'agace, c'est ça. que vous voulez dire. C'est tout à fait ça. Ça m'agace. Mais rétroactivement, ça te fait prendre conscience que l'interdit que tu avais posé n'a pas été respecté? Ah oui, de toute façon, elle essaie tout le temps de contourner comme ça et qu'elle y arrive. Et que, alors avec son père, c'est tout le temps, quoi. Enfin, Moi, je te propose un jeu de rôle. Ouais. Tu prends? Donc un jeu de rôle qui aurait comme objectif de te permettre de sentir toutes les émotions différentes selon la réaction de Lilou ou selon le programme qu'elle a eu la veille. Ça te convient, ça? Et toi, est-ce que tu préfères rester dans ton rôle de maman Lilou ou est-ce que tu préfères être Lilou? Ressentir ce qui se passe pour Lilou. Ou être témoin du jeu de rôle. Et moi, j'ai besoin de vérifier quelque chose. Est-ce que le papa est là au petit déjeuner quand Lilou te dit qu'elle est... Est-ce que tu voudrais jouer en présence du papa? Oui, c'était ça ma question aussi. c'est peut-être... En général, il n'est pas là quand elle fait... Alors, oui, d'accord. pas la question. Oui, d'accord, oui. Oui, D'accord. Oui. je fais le papa. Moi, je veux bien faire Lilou. Oh là là, je suis la maman, là. Maman, hier, j'ai passé une soirée extraordinaire avec mon papa. On a joué aux cartes toute la soirée. Ah oui, c'était super. Ah ouais, qu'est-ce que c'était bien. Qui s'est couché à 2h du matin. Ouais. Bon, par contre, T'aurais dû être avec nous.
Ouais. Par contre, bon, ce matin, je vais pas aller à l'école parce que je suis trop fatiguée. Je me suis couchée trop tard hier. Bon, D'accord. alors là, Lilou, ça, ok pour la soirée qu'on a passée tous les deux, mais je te rappelle que même si tu te sens fatiguée, tu devras quand même aller à l'école. D'accord. Et toi, t'es d'accord aussi? Oui, je suis d'accord. C'est vrai que tu vas à l'école quand même si t'es fatiguée. Mais je suis contente pour toi que t'aies bien joué hier soir. Et maman, ce soir, j'ai pour projet de regarder la télé. Il y a une émission à 21h, je dois regarder. Jusqu'à 23h, ouais. Et voilà, je vais la regarder ce soir. D'accord? Je préfère que tu gères ça avec ton père, parce que là, moi, vraiment, non, j'ai pas envie de gérer ça. D'accord. Papa, tu t'es d'accord pour regarder la télé ce soir jusqu'à 23h? 21h à 23h? Oui, bien sûr. Tu regarderas avec moi? Oui, sûrement. Ah sûrement, ouais? oui. Okay. Oui. Quelle est cette émission que tu as envie de regarder? En fait, c'est une émission sur le Moyen-Âge, les chevaliers et super. tout. C'est un truc pour le cours d'histoire. Moi qui reviens de province, je pense que ça va m'intéresser. Merci de ton idée. Oui. Tu feras avec nous, maman ou... Non. Non? Non? Mais j'ai l'impression que tu veux jamais rien faire avec nous. Ouais, c'est vrai. Ah bon? Ah bon. Qu'est-ce que tu vas faire, Marie-Isabelle? Je vais aller me coucher. Parce que t'es fatiguée. Oh là là. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Mais oui, je vois bien là que j'ai envie de contrôler et de dire non, c'est pas comme ça, c'est pas bien. Ah, d'accord. Tu es sortie là du jeu? Non? Ah oui. Non, je pourrais le dire comme ça. Ok, j'arrête le jeu là. D'un côté, il se passe que c'est un enfant qui découvre tout ce qu'il peut explorer comme jeu de séduction, comme jeu de conviction, etc. Donc ruser, jouer, frimer aussi quelquefois. Et du côté des parents, nous sommes témoins d'un deuil important, du deuil de la croyance entretenu dans notre culture que les parents, pour être de bons éducateurs, devraient penser la même chose, faire la même chose, poser la même discipline. Et là, nous voyons juste l'inverse, c'est-à-dire la permission que chacun des parents se donne d'adhérer à quelque chose de son cadre de référence tout en respectant que l'autre parent n'est pas le même et puisse penser différemment et poser des permissions différentes. Ça va permettre à l'enfant de commencer à intérioriser quelque chose qui me semble absolument vital, à savoir que chacun des parents a à respecter l'autre parent sans forcément respecter ses idées, ses valeurs, ses principes. Mon fils ado, qui a 15 ans, et qui doit prendre un rendez-vous chez le dentiste et qui me demande à moi de le faire, alors que c'est quand même pas très, je trouve ça pas très compliqué de téléphoner. Et après, en me disant, mais je dis, écoute, tu téléphones toi-même, tu as le téléphone, tu as le numéro. Et il me regarde en disant, mais n'importe quelle mère ferait ça, n'importe quelle mère ferait ça. Voilà. Et bon, et donc, ça me fait quand même un peu quelque chose. Après, je me dis, bon, oui, culpabilité. Puis après, je me dis, et heureusement, son frère aîné qui lui dit, écoute, si tu veux, moi je ferai le numéro et je prendrai le rendez-vous pour toi. Mais bon, en fait, mais ça ne s'est pas produit puisque il n'a pas eu la personne au téléphone. Donc, comment sortir de ça, enfin de cette manip? Je ne crois pas que ce soit de la manipulation. Je crois plutôt que là, nous sommes en présence d'une interprétation de la part d'une maman qui a peur. Cette maman, je la vois avoir peur que son enfant ne se conforme pas, son grand ado de 15 ans, ne se conforme pas à des modèles, à des critères, et du genre, par exemple, de l'autonomie. Il devrait avoir plus d'autonomie, il devrait avoir plus l'esprit d'initiative, etc. Et donc, au lieu simplement de constater qu'il en est là, et que c'est sa façon à lui de grandir, ça serait tout à coup avoir des attentes sur lui, d'autres exigences. Moi, je suis très touchée, évidemment, de la confiance que cet ado fait à sa maman en lui demandant ce service. Et une idée que j'aime bien, pour éviter que ça ressemble à une régression ou à quelque chose comme ça,
c'est qu'à ce moment-là, la maman réponde présente et puisse accepter de rendre ce service, et qu'elle pratique ce que nous appelons le principe de réciprocité, qu'elle lui demande à ce moment-là à lui d'assumer une contrepartie sous forme d'un service à rendre, d'une course à faire ou d'un service sur Internet. Donc, alors, moi, je suis en difficulté avec mon garçon qui a 13 ans, qui a décidé de partir, au Sable d'Olonne au lycée en seconde, et donc avec des envies d'être autonome, d'être grand, voilà. Et en même temps, dès qu'il rencontre une difficulté, ou qu'il est en conflit, en général avec son grand-père, chez qui il passe certains week-ends, eh ben, tout s'écroule, il pleure, il m'appelle plein de fois. Là, cet après-midi, il voulait rentrer, voilà. Et donc, en fait, il n'arrive pas à gérer. Et moi... Et toi ? Eh ben moi, c'est difficile parce que, heureusement que je viens ici, sinon j'aurais tendance à dire « Oui, mon chéri, d'accord, je vais te trouver un lycée ici tout de suite, tu vas revenir. » Et je me dis « Non, 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 il ne faut pas que je fasse ça, mais en même temps... En même temps. Eh ben en même temps... Tu cherches quand même un lycée? Non, pas encore. Non, je vois bien que c'est, oui, je vois bien que c'est difficile. Voilà. J'aurais peur de tomber là-dedans quand même, il n'empêche. Et qu'est-ce que c'est là-dedans? Mets des mots. De me dire, oui, quand même, il a que 13 ans, c'est vrai que c'est compliqué pour lui. Gérer ce grand-père là qui est pas du tout, c'est difficile. La relation avec lui est difficile Et quoi? Continue. Et il m'énerve, il m'énerve. Qui t'énerve? Le grand-père. Et ton fils? Mais il m'énerve aussi parce qu'il se laisse embobiner par ce grand-père et il pleure. Voilà, il m'énerve quand il pleure en fait, Arthur là maintenant. Il veut être grand et tout ça et là il pleure. Et les garçons ça pleure, les grands garçons ça pleure pas, c'est ça? Non mais je voudrais qu'il soit plus combatif, qu'il se laisse pas démonter comme ça par son grand-père. Maintenant je propose un jeu de rôle. Allô maman? Oui mon chéri. Maman, j'en ai trop marre de Papoum, là, il arrête pas de m'embêter, il arrête pas, là, il a encore... il voulait pas venir me chercher au lycée, tout ça, parce que j'ai pris mon ordinateur, il voulait pas que je l'emmène au lycée, et en plus, tu sais ce qu'il fait, il se moque de moi, parce qu'il dit que à chaque fois qu'il se passe quelque chose, je t'appelle, et donc après, il se moque et tout. Bon, et ça te fait quoi quand il se moque alors? Ça m'énerve, maman, franchement, ça m'énerve. J'en ai marre qu'il fasse ça. Ouais, et tu lui as dit? Ben non, je lui dis pas, parce qu'après, c'est encore pire. Il va pas arrêter de m'embêter encore et tout ça. Et toi, t'aimerais quoi, là? T'as besoin de quoi, là? Oh, moi, j'en ai trop marre. De toute façon, je resterai pas là l'année prochaine. Il m'énerve trop. Papoum, il est trop chiant. Vraiment, il est trop chiant. Je te jure, tout ce que je fais, il est jamais d'accord. Il est toujours en train de tout interdire. J'en ai trop marre. Tu voudrais faire quoi? Je reviens. Hein. Ouais, et tu ferais quoi si tu reviens? Je sais pas. Je retournerai à l'Espérance. Qu'est-ce que t'as envie de faire quand t'es énervé? Tu tapes dans un coussin? Mais maman, tu me comprends pas, j'en ai marre, je te dis qu'il m'énerve. Oh, j'en ai marre qu'il se moque de moi, j'en ai marre qu'il me dise nana, t'as oublié ça, et nanana, et tout le temps, et tu prends pas ça. Non, j'en ai marre qu'il me dise ça. Bon, je vais raccrocher parce que tu m'énerves trop. Je vais essayer d'appeler papa. Parce que alors toi, franchement... génial. Voilà. Et je raccroche. Et moi, je suis par terre. La maman peut peut-être elle-même apaiser sa peur, parce que cette peur pour son adolescent qui est loin d'elle, c'est certainement donc majoré par l'éloignement, et majoré aussi par des demandes assez imprécises de son fils.
Donc, moi, ce que je trouvais intéressant dans cet exemple, c'est ce que nous avons à relever comme défi, de trouver une juste place entre la maman qui console, qui entend, qui écoute, qui plaint aussi son adolescent, et la maman qui cadre, et la maman qui dit aussi, maintenant c'est ta responsabilité de savoir toi-même prendre l'initiative de créer une relation avec ton grand-père, de trouver le canal qui va être celui qui va vous permettre d'être ensemble et de communiquer, c'est-à-dire cadrer et donner des permissions. La permission de se faire confiance, la permission d'inventer, la permission aussi de vivre la frustration de ne pas avoir le grand-père idéal, mais de créer une relation. Enfin, moi, j'étais témoin pour le coup, c'était avec son papa. Ma fille tape 2 fois son papa, il lui dit non à chaque fois, et du coup, il était très énervé. Et je lui dis, propose quelque chose, propose une sanction. Et alors, il a réfléchi, et du coup, il est carrément parti se poser pour essayer de trouver une sanction. Et là, il a proposé de casser des noix, et donc qu'elle lui casse des noix, et elle a bien voulu. Mais c'est vrai qu'il m'a dit, une fois elle m'a dit non et je savais pas quoi faire. Et moi je savais pas quoi proposer. Et je sais que quand elle lui plaît pas du tout, elle dit non. Et, voilà. Et là je me dis, voilà, elle veut pas faire ma sanction. Elle a pas respecté la règle. Et qu'est-ce que je fais quoi? Et surtout, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Moi je suis mal. Enfin, elle me regarde dans les yeux. Alors je lui dis, je te sens dans beaucoup de provocations. Et moi je me sens vraiment pas bien. Qu'est-ce que tu ressens toi à ce moment-là? Je m'inquiète en fait, et c'est vrai que je pense beaucoup au regard des autres. Oui. Je me dis, oh là là, ça y est, je sais pas élever ma fille comme il faut. Ce qui te parasite dans ta tranquillité, c'est aussi le regard de censeur qui saurait mieux ce que tu as à faire, etc. Alors que le triangle, c'est Isor, toi et le rappel de la loi. J'ai envie d'ajouter quelque chose. J'ai l'impression que le risque, c'est quand j'interdis que j'attende que mon enfant arrête. Oui. Oui. Voilà. Et c'est ça l'impuissance, là. Mais voilà, mais c'est supporter aussi ma frustration de mère de poser quelque chose qui n'est pas forcément tout de suite suivi des faits. D'abord, l'essentiel, c'est la difficulté de cette maman entre la colère de voir que les choses ne se passent pas comme elle veut et la peur du regard des autres. Avec ce qui va émerger de ces deux émotions, la croyance qu'il faudrait être efficace et que les enfants obéissent. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, cette scène nous permet de rappeler encore et encore le danger majeur, qui est donc une illustration des violences éducatives ordinaires, à savoir la superposition, le chevauchement entre l'autorité d'un côté et le pouvoir de l'autre. L'autorité, c'est ma responsabilité, non pas donc de faire obéir, mais de rappeler les règles, les règlements, etc., à observer, à respecter, et de rappeler aussi le prix à payer lorsqu'il y a transgression, donc ce seront les sanctions, et le pouvoir qui serait basculé, non pas de la puissance de ce rappel, mais la toute-puissance de l'illusion d'empêcher, d'obliger, d'exiger, etc., avec à la clé une autre violence éducative ordinaire qui est la punition, à savoir la privation. Voilà, donc pour moi, ce qui est illustré ici, ce sont tous les dangers de ce qui se passe chaque fois que nous voulons être soit parfaits, soit puissants, soit tout-puissants. J'ai emmené ma fille chez le médecin il n'y a pas très longtemps pour un vaccin. Et le médecin, elle s'est débattue, et il m'a dit de la tenir sur le ventre. Et finalement, il lui a mis la piqûre dans les fesses. Et je ne savais pas du tout quoi faire. Je me suis sentie très très démunie. Et voilà. Pour le prochain vaccin, je suis assez mal. Je ne sais pas du tout comment on va faire, quoi. Tu as déjà dû avoir des expériences avec ta fille, ta première fille, ou c'était pour elle? Non, c'est pour mon aînée. Ah d'accord. Un vaccin très très tard. Ah oui, d'accord. Donc c'était ta première expérience de vaccin tout court, d'accord. Je me suis retrouvée très petite fille à obéir, quoi. Moi, je crois que ce qui t'a choqué, c'est qu'elle est devenue un objet. Et qu'il n'y avait comme pas du tout la place et le temps pour qu'elle puisse, peut-être pas ce jour-là, mais être respectée dans son nom pour ensuite se sentir respectée et que ce soit jamais une torture. Donc éventuellement renoncer au vaccin ce jour-là. Ah oui.
Ça me rappelle un orthodontiste qui devait faire un traitement et mon fils se débattait tellement, donc on a pris 3 rendez-vous qu'il a annulés. Il a dit non, s'il n'est pas d'accord, vous pouvez rentrer chez vous, puis on reprendra un rendez-vous. Donc j'ai quand même pas payé 3 rendez-vous. Et je mesure aujourd'hui le respect. Déjà, je le mesurais, mais je mesure le respect que c'était pour un enfant de venir à 3 fois. Oui. J'aurais adoré avoir ça. Oui, ça. Je repartais quand même un peu gênée. Enfin, oui. Dans la séquence précédente, Marie avait peur du regard des voisins, qui ne manqueraient pas évidemment de faire des commentaires sur sa façon d'élever bien ou mal ses enfants. Là, on passe à un degré supérieur, à savoir le risque pour nous de retrouver nos peurs d'enfants devant l'institution, les représentants de l'institution, le chef d'établissement et surtout le médecin, qui lui est investi d'une autorité majeure, majuscule. Et pour moi, cette scène, elle est vraiment riche parce qu'elle nous remet chacun devant la question majuscule aussi, celle est-ce que je suis au clair avec mes choix, est-ce que je suis au clair avec mes priorités et surtout, est-ce que je suis prête à payer le prix de ces priorités, à savoir mon enfant avant tout. Est-ce que je suis prête à supporter d'être désapprouvée par le médecin, d'entendre son courroux, sa colère, et peut-être plus d'ailleurs, au moment où moi, je fais le choix d'être avant tout la maman de mon enfant et au risque effectivement d'être en désaccord ou d'être peut-être mal vu, mal considéré par celui qui représente l'institution. Moi, j'aurais comment faire quand je suis ou devant une maîtresse, ou devant un médecin, ou devant un professeur de piano, et qui parle de mon enfant, alors que l'enfant est à côté, et qu'il ne lui parle pas à lui. Et que je lui demande, si je me souviens, je lui demande, mais moi j'ai besoin que vous parliez à mon enfant, à ma fille, à mon garçon. Et alors il le fait une fois, et puis après il revient vers moi. Et quand il me pose une question, quand il me pose une question sur à laquelle l'enfant devrait répondre, je me tourne vers l'enfant, mais il y a quelque chose qui des fois ne se passe pas, et c'est juste comment faire. Xavier, je te propose un jeu de rôle, et je te demande si est-ce que tu veux être le papa, l'enfant, ou l'éducateur, ou l'adulte, autre, tiers. C'est une bonne question. Donc, toi Xavier, tu es le papa, vous Claire, vous êtes le professeur des écoles, voilà, professeur principal, et toi Anne, tu es Isabelle, et tu as quel âge à ce moment-là? Tu as quel âge? J'ai juste besoin d'un... 10 ans, oui. Ah, 10 ans, d'accord. Ah, mais je suis contente de vous rencontrer ce soir. Moi aussi. Je me souviens, j'ai vu du prénom de votre fille. Attendez, ah oui, Isabelle, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Mais alors, elle est où? Je vous arrête. Moi, je vous demande de parler à toi, Isabelle, en direct, parce que voilà, tu peux répondre aux questions, tu peux tout faire, et donc je vous demande. Alors, moi, je suis là, j'entends aussi bien que vous me parlez à toi, Isabelle, et j'ai pas besoin que vous me parliez à moi. Donc, je vous demande vraiment. Et moi, je suis contente de vous rencontrer ce soir. Mais alors, elle est où, Isabelle? Ça fait 15 jours. Elle est là, Isabelle. Je vous demande de lui parler. T'es où? Isabelle? Parce que hier, elle est arrivée, elle a pas retiré son manteau, par exemple. La semaine dernière, elle avait oublié sa trousse. Moi, je suis pas là. Je vous demande de parler à toi, Isabelle. Attendez, il y a 15 jours, je l'avais noté, il y a 15 jours. Stop. Elle vous a dit... Non, stop. Elle vous a pas raconté ce qui s'était passé? D'accord, papa. Non, mais attendez, parce que c'est important, elle vous a pas dit. T'as pas dit à ton papa? T'as pas dit? Non. Là, quand tu avais oublié ton cahier de texte et que tu n'avais pas fait signer le papier que je vous avais donné, etc., t'as pas dit? Non. Ah oui, alors, elle fait ça tout le temps. C'est la seule qui revient en cours, qui jamais n'a fait signer son carnet. Alors, je dis des choses importantes, mais vraiment, je me demande si elle plane pas. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans votre famille? Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette maîtresse? T'as une idée, Isabelle, pour... Crie-lui, dis-lui que tu veux. Vraiment, c'est une fille gentille. C'est vraiment une fille. Parce que c'était tellement fort que c'est toi qui faisais la même chose. Bah oui. Ce texte. Ici, ce qui est illustré vraiment avec beaucoup d'humour, dans cette situation où tout le monde peut se reconnaître, c'est le risque important de vouloir donc convaincre, de vouloir amener la personne
à mes valeurs, mes convictions, ma façon de penser, ma façon de croire et ma façon d'élever mes enfants, au lieu de mobiliser mon énergie, aller la rencontrer où elle est, aller être curieuse plutôt de ce qui se passe pour elle, au risque effectivement de laisser de côté au bord de la route mes beaux principes, mes valeurs, mes idées. Mais c'est priorité à la relation, quoi qu'il arrive. Augustin a été puni au début de l'année toutes les semaines, donc il avait des lignes et des lignes. Des lignes. Ouais. Et donc, alors qu'il faisait pas, alors le jeudi soir c'était panique à bord parce que c'était pour le vendredi, alors il les faisait vite le vendredi matin. Et on lui a donné, je crois, des billes où il a trouvé lui aussi des ruses pour dire pour dire au maître qu'il avait oublié qu'il l'avait faite mais qu'il l'avait oubliée alors que et qu'il lui apporterait la semaine prochaine. Donc du coup il avait une semaine pour la faire. Une autre fois pareil, il y a eu des trucs comme ça. Nous de lui dire qu'effectivement on trouvait ça de faire des lignes c'était et donc et de jouer aussi le jeu, de lui dire quel est ton intérêt à être puni? Est-ce que tu peux aussi, comme une maîtresse lui avait dit il y a 2 ans, de toute façon, voilà, l'école, il y a des trucs, voilà, mais tu joues le jeu, tu as ça à faire, et puis, tu fais le minimum, et comme ça, tu peux t'amuser à côté, comme ça, tu peux faire des trucs sympas, j'avais bien, comment elle avait dit, j'avais bien aimé quand d'école, sois bien sage comme ça. Non, c'était pas sois bien sage. En étant conscient que il y avait des trucs qui étaient pas rigolos et que et pour moi, là, ce que vous sortez du chapeau, c'est quand même une violence ordinaire. Qu'est-ce qui justifie que nous, parents, nous puissions tolérer que nos enfants fassent des lignes? Alors, est-ce qu'en tant que parent, j'aurais pu faire un mot sur Non, c'est là-dessus que j'insiste avec toi, Marie-Isabelle. Ce n'est pas à nous de faire ça. Ah oui, donc à Augustin de proposer à son maître autre chose. À Augustin de s'entraîner avec vous dans des jeux de rôle pour trouver des options, mais aussi l'énergie, la puissance, avec vous, la puissance qui lui permet de se sentir habiter sa maison quand il va voir son maître en disant « Mais moi, jamais je ferai de ligne. Voilà, je veux pas. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ?» De lui permettre d'avoir ce dialogue. Je parlais là. Moi, je vois bien que ça me fait peur pour mon enfant de lui dire dans ce cas, va dire à la maîtresse que t'es pas d'accord ou pose-lui autre chose. En fait, je me rends compte que j'ai peur de l'exposer à quelque chose. Moi, je me suis trouvée tellement face à des adultes qui pouvaient vraiment être abusifs, tu vois, dans leur rôle de maîtresse, maître, prof, etc. Ici, la question, c'est comment vais-je accompagner mon enfant pour lui-même discerner, lui-même faire le tri entre ce qu'il peut, ce qui est respectueux de lui, même si c'est pas confortable et même si c'est la source de beaucoup de frustration, d'avec ce qui ne sera pas négociable. Et donc, bien sûr, c'est lui qui va savoir mieux que personne ce qu'il se donne la permission de contester, mais moi, en tant que coach de cette démarche, je vais bien sûr l'inviter à faire preuve de plus de discernement. Dans certains cas, ça va être créatif, éviter les conflits, etc., ruser peut-être avec le règlement. Dans d'autres cas, ça sera certainement identifier que c'est quelque chose qui ne le respecte pas lui et qu'il peut contester pour se préparer aussi, une fois adulte, à contester plus de violences qui seront posées dans l'institution. Je suis convaincue au fond de moi que si mon enfant le fait dans cette dynamique-là, dans cette confiance en lui et cette confiance aussi qu'il fait dans son maître, moi je suis certaine que c'est quelque chose qui peut enclencher une vraie relation entre ce maître et cet élève. Quand je vais inviter mon enfant à identifier les violences éducatives ordinaires, je ne vais pas assortir cette identification de l'obligation de les contester. C'est lui qui saura à quel moment il est prêt à supporter effectivement peut-être le conflit que ça va provoquer. Mais au moins qu'à l'intérieur de lui, même s'il supporte certaines de ces violences, il sache que ce sont des violences. Toutes ces réflexions autour des violences éducatives ordinaires, les jeux de rôle, les témoignages, les exemples, tout ça, ça nous a permis de rappeler les besoins prioritaires du bébé et de l'enfant, à savoir besoin de se sentir protégé et donc en sécurité, et besoin aussi de se sentir important parce que prioritaire et parce que respecté. Mais qu'en est-il maintenant de nos besoins d'éducateurs et de parents pour cet accompagnement d'enfants dans une dynamique de respect? Alors j'en distingue 3 en priorité. C'est d'abord
l'importance de faire le deuil de ce que nous avons nous-mêmes quelquefois vécu, de ce dont nous avons été témoins, de ce que nous avons lu et quelquefois de ce que nous avons appris, de ce que nous continuons à croire aussi de temps en temps. Donc surtout des images idéalisées, des représentations aussi très bonnes, très belles comme ça, mais qui ne servent pas à grand-chose dans le feu d'action et surtout quand il y a l'incendie de la contestation, du jeu de pouvoir, de la menace, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je crois aussi beaucoup à l'importance pour nous d'avoir à l'intérieur très chaud des convictions, mais que ces convictions ne deviennent jamais des principes ou des certitudes qui seraient froides et rigides et qui seraient de nouveau un obstacle dans la relation d'éducation et d'accompagnement. Et puis le troisième point, auquel j'ai aussi envie de donner priorité, c'est celui d'accepter d'être des parents imparfaits, c'est-à-dire de vrais parents, parce que cette imperfection, c'est le prix à payer pour être vivant. Faire des erreurs, recommencer, se tromper, recommencer, poser des questions, interroger et surtout à garder bien en tête que cet accompagnement, cet apprentissage et surtout cet entraînement, ça prend beaucoup de temps, encore beaucoup de temps et encore beaucoup de temps. Voilà.